Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les Harold Scatonic, je suis ravi de vous retrouver. On est sur Twitch parce que j'ai un empêchement demain et du coup je vais enregistrer aujourd'hui lundi l'émission qui sera diffusée en YouTube Première. Donc si vous nous rejoignez en YouTube Première comme d'habitude à votre horaire habituel le mardi à 12h30, et voilà, je suis en YouTube Première, vous pouvez participer dans le chat, mais l'émission est déjà enregistrée donc je ne pourrai pas réagir à vos commentaires malheureusement pour cette fois-ci. C'est l'émission aujourd'hui pour boucler le jeu du mois de novembre, c'est Donjons et Chatons, et donc je vais faire un peu le bilan de la gamme, enfin de la gamme, du livre de base et de l'écran, on va en parler aujourd'hui, cet excellent jeu sur une idée originale de Clément de Ruyter, qui a aussi commis toutes les illustrations, donc voilà. Mais avant de vous parler de tout ça, de faire rentrer dans cette dernière vidéo sur nos chatons et nos donjons préférés, eh bien, comme d'habitude, je vais vous parler un petit peu de ce que je vous propose comme planning pour cette semaine. Donc, si vous me regardez mardi ou plus tard, lundi, sachez que la veille, donc lundi soir, eh bien, il y a eu un let's play Donjons et Chatons. Tout ça a pu être organisé grâce à Rollis TV, que je remercie, parce qu'ils nous ont permis d'organiser tout ça. Alors, moi, je voulais pas faire de let's play sur ma chaîne, alors je reçois des dons, etc., sans payer tout le monde, etc. Donc, dans le cadre d'un projet associatif, tout le monde était d'accord pour participer, donc c'était vraiment super. Et donc, Rollis TV nous a accueillis. Il y a Guillaume de Rollis TV qui a joué avec nous, qui est ultra drôle avec sa voix de chat, parce qu'il a un effet sur sa voix, c'est vraiment marré, quoi. Il y a Manitou de Die Story qui a été le MJ, et je le remercie beaucoup, parce que je l'avoue ici, et il faut bien le dire, je sais pas si on l'a dit dans la vidéo, mais c'est possible, que, en fait, il est arrivé vraiment à la dernière, dans les derniers jours pour organiser cette vidéo qui était dans l'organisation, était au départ un petit peu difficile. Faut reconnaître qu'on a eu du mal à tous se retrouver. Donc merci à lui d'avoir été dispo en très peu de temps pour nous faire jouer. C'était vraiment cool. Et puis donc le groupe de jeu, à part Guillaume, il y a donc Mélie qui est là, que vous connaissez tous de Roll & Play. Il y a également Tatiana de Girl Game, que je remercie aussi parce qu'elle s'est greffée aussi sur la fin, et puis Arbassin de Critical Play, Seb qui était là, et puis moi-même. Donc bref, on a passé un bon moment. C'est l'occasion pour vous de voir un petit peu en partie ce que ça donne Donjons et Chatons. Si vous avez suivi toutes ces vidéos, en plus vous savez un petit peu ce qui se passe derrière le capot de la partie, donc c'est assez intéressant de voir le let's play. Moi, depuis quelques mois, je me disais que c'était vraiment une bonne idée de faire du let's play, parce que salut Harry Seldom, parce que voilà, moi aussi, ça me permet de tester le jeu. C'est-à-dire, non seulement je vais pouvoir vous décortiquer le jeu, mais quand je peux faire un let's play aussi, je vais avoir un regard peut-être complémentaire. Salut RSQ. Désolé, je viens d'expliquer pourquoi l'horaire est pas bon et que je suis pas en live. Donc t'écouteras le début, mais je suis obligé d'enregistrer l'émission pour demain, qui sera diffusée en YouTube Première comme d'habitude à 12h30. Voilà, j'ai un empêchement de planning. Donc je reviens à cette idée que voilà, si moi je fais le let's play, ça me donne vraiment un peu plus d'informations sur le jeu, de tester vraiment le jeu en partie. Donc c'est vraiment bien. On va essayer de faire ça tous les mois. C'est-à-dire que le jeu du mois de décembre, c'est Dune. Donc on va essayer aussi de trouver un moment pour essayer de vous enregistrer un let's play et puis pour vous montrer tout ça. Donc voilà, je reviens, il n'y a pas de souci, Erasque. Je reviens donc au planning. Le planning, c'est donc aujourd'hui on parle donc de Donjons et Chatons, c'est la dernière vidéo. Jeudi à 12h30, on se retrouve, on fait la deuxième partie de l'émission sur les plans et cartes, parce qu'en fait ça a duré assez longtemps, il y avait plein de monde, c'était vraiment chouette. Il y avait plein de cartographes aussi qui étaient présents, Jérôme Mugnin, Olivier Sanfilippo et plein d'autres. Et donc il me restait pas mal de trucs à dire, donc il y a une nouvelle vidéo, c'est celle que je vais faire. Donc ce jeudi, ce sera la deuxième de sur cette thématique-là, dans la thématique de création d'un jeu de rôle. Et puis la semaine prochaine, on est en décembre, le mois de Noël, et on attaque Dune. Petit voyage en Arrakis, ça va être chouette, intéressant apparemment, parce que autant l'univers fait l'unanimité en règle générale, autant le système de règles semble un petit peu
comment dire, provoquer pas mal de discussions. Il y a pas mal de gens qui sont pas forcément à fond dedans. Moi, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai envie de tester le 2D20 système de Modifius, hein, c'est un peu leur système maison. Donc, pour moi, ça va être un petit peu l'occasion parce que même que ça plaise ou pas, apparemment, ça reste très intéressant. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et puis, jeudi prochain, de la semaine prochaine, pardon, on retrouvera en interview Igor Polushin, que je suis ravi d'accueillir. C'est l'auteur créateur du jeu de rôle Shan, que vous connaissez peut-être, hein, c'est le jeu de rôle Avatar Avatar de James Cameron, avant que James Cameron invente Avatar. Et puis c'est mieux que l'univers de James Cameron. Malheureusement, il aurait mieux fait d'aller voir Igor pour discuter avec lui. Mais du coup, je suis ravi de le recevoir parce que alors c'est une personnalité vraiment particulière du milieu. Il est là depuis très longtemps, il bosse dans le milieu depuis très très longtemps. Il a fait énormément de choses, donc ça va être hyper intéressant qu'il nous raconte son parcours. Et puis je voulais aussi qu'au-delà de son parcours et du côté un petit peu auteur où il va pouvoir nous en parler aussi, mais j'aimerais on essaie de parler un petit peu plus de tout ce qui est maquette parce qu'on va aborder l'étape du design et de la maquette très prochainement dans les émissions. Donc sur ce volet-là, pour moi, c'est un designer de maquettes de jeux de rôle français qui a vraiment posé une empreinte, enfin qui se remarque et qui a fait quelques trucs vraiment marquants dans l'histoire du jeu. Donc je trouvais ça intéressant de parler avec lui. Je suis ravi qu'il ait accepté mon invitation. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour le programme. Sinon, il y a toujours la page Tipeee. Alors j'ai besoin de vous pour boucler la fin de l'année et puis faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour moi, parce que tout dépend un petit peu de vous et de vos dons. Sachant qu'en plus, il y a 2 nouveaux objectifs. Un qui va me permettre de vous faire une vidéo sur le setup que j'utilise pour ceux que ça intéresse, comment je fais mes vidéos, etc. Je pense que ça peut être bien intéressant aussi d'avoir ce petit regard un peu décalé. Ce sera sans doute une vidéo que je proposerai pendant que je serai en congé entre le Noël et le jour de l'an. Et puis surtout, j'aimerais bien atteindre les 1 200 € mensuels. On est à 1056 pour le moment. Pourquoi parce que j'aimerais bien faire un mois Donjons et Dragons en janvier. Oui, c'est les 50 ans de Donjons et Dragons. Et il y a plein de trucs à raconter, peut-être des gens à interviewer, etc. Donc ça demanderait pas mal de taf, mais j'aimerais beaucoup avoir votre soutien pour ça. Donc essayez de soutenir si vous le pouvez. Vous pouvez même... je tiens à dire aussi que comme ça va être le dernier mois décembre, tous ceux qui vont vouloir avoir accès à une édition spéciale avec un bonus spécial pour le jeu de rôle zombie Descent System. Si vous hésitez encore à prendre le soutien, Club 111, à faire partie du Club 111, où il y a à côté de ça aussi plein d'autres trucs, des rendez-vous dédiés, une page Discord, etc. Et ben c'est le moment de le saisir parce qu'après ces pledges-là seront peut-être plus dispo. À moi, je continue de les garder dispo d'une manière ou d'une autre, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que certains bonus ne seront pas disponibles si vous n'avez pas participé, si vous n'avez pas soutenu, si vous n'êtes pas membre du Club 111 pour l'année 2023. Voilà pour toutes les infos. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo là juste dessous et puis n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous pour que il y ait plus de gens possibles qui me soutiennent, c'est assez important, d'autant qu'à la fin de l'année en fait les clubs 111 vont tous être mis à jour. Ce sont des types annuels, les types du club 111, donc c'est 111 € à l'année, l'équivalent en fait de 9 € par mois, 9,50 € par mois, et 9,50 €, 9,33 € plutôt, ou un truc comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc il s'arrête fin décembre, donc tous les membres du Club 111 vont devoir resouscrire pour l'année 2024. Donc financièrement, ça va être un moment difficile pour moi, le temps qu'ils reviennent. Donc le plus de gens me soutiennent aujourd'hui, que ce soit en type normal ou en type du Club 111, le mieux je pourrais traverser ce petit moment d'incertitude. Voilà. Donc merci un peu pour ce petit moment de réclame. C'est pas de la réclame, c'est vraiment c'est plus de la flip, pour que ça se passe bien et que tout ça continue, et que j'espère que vous avez suffisamment envie de continuer à soutenir cette chaîne, en tout cas. Donc voilà. Allez, on est prêt sur la vidéo. Je vais donc vous parler dans un premier temps de la gamme dispo. En fait, la gamme dispo, c'est surtout
cet écran avec son matériel, hein, je vais vous montrer tout ça. Et une fois qu'on a fait le tour un petit peu de cet écran, je vous rentrerai dans le détail un petit peu des aventures qui sont proposées. Il y en a 4 dans le livre de base et il y en a une dans l'écran. Et puis enfin, je ferai la vidéo vraiment bilan de ce que j'ai pensé de Donjons et Chatons. Voilà. Vous êtes prêts? Allez, je lance le fameux jingle à la bouche. J'aurais dû prendre de l'eau, j'en ai pas, donc je vais avoir la bouche pâteuse tout le long, je vais galérer. Donc jingle à la bouche pâteuse et c'est parti. Pâteux. Alors donc on va parler de cette fameuse gamme. Cette gamme, pour le moment, c'est simple, c'est cet ouvrage-là que je vous ai décrit un petit peu en long, en large, en travers jusqu'à présent, à part les aventures, mais ça vient. Mais donc c'est accompagné d'un écran. Et vous allez voir, dans cet écran, il y a pas mal de trucs. Je vais commencer par ces petits visuels. Alors évidemment, comme c'est passé en crowdfunding, il y a des petits trucs un peu accessoires, mais qui restent sympas. Donc par exemple, ces visuels-là, qui sont sortis au format de l'ouvrage, avec le petit logo derrière, qui sont des illustrations assez chouettes que vous pouvez utiliser à la table de jeu. Le choix, et je sais pas comment ils ont fait leur choix. En tout cas, j'ai pas reconnu, moi, leur choix en lisant le bouquin comme ça. Pourquoi c'était important d'avoir cette créature-là. C'est vrai elle est importante parce qu'il y a moyen de faire des scénars dessus. C'est, je pense, c'est l'extrait de la forêt, des rêves. Mais voilà, en tout cas, c'est très beau. Donc, comme c'est débloqué dans le crowdfunding et que c'est pas plus cher, eh ben, on est ravis. Qu'est-ce qu'on peut voir à part ça après? Il y a également des personnages pré-tirés, qui sont là. Et les personnages pré-tirés sont recto verso, c'est-à-dire qu'il y a un petit background derrière, un petit historique, en plus des feuilles de pré-tirés que j'ai vues sur internet. Donc ça, c'est assez cool. Et en plus, il y en a plus que... Alors, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y en a 5. Mais ce ne sont pas les mêmes que ceux qui sont disponibles sur internet. Là, c'est Maxidou, le chaton marchand optimiste. Tonnerre, l'enfant de soldat. Fifi de Lily, jeune noble assis, on a joué avec. Perlipos, le miage. Et Rémi, le chaton abandonné. Donc, je vais pas trop dire de bêtises. Là, j'ai un petit doute maintenant. Il me semblait que c'était un petit peu différent, mais comme je vois Fifi de Lily et que on l'a interprété dans le let's play, j'ai un petit doute. En tout cas, c'est quand même cool d'avoir les pré-tirés à part. C'est toujours assez chouette d'avoir des feuilles un peu en couleur, etc. Comme ils exploitent un peu ces couleurs pour se retrouver plus facilement sur les qualités, etc. Je trouve que c'est plutôt sympa. Il y a également un carnet de feuilles de personnages vierges. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de verso sur cela, c'est blanc. Donc ça, c'est vraiment cool. Pareil, pour les mêmes raisons, moi je trouve ça très bien parce que quand on a envie de jouer, on a envie d'avoir la belle petite feuille des personnages. Et puis en plus, quand on joue avec les couleurs, ça permet de les retrouver plutôt que faire des pauvres impressions noir et blanc. Voilà, là c'est vraiment propre. Donc je pense qu'il y a une vingtaine de feuilles de personnages. Et tout ça, c'est donc dans l'écran et c'est assez cool. Mais ce n'est pas fini parce que une des grosses plus-values, je trouve, de cet écran, c'est de proposer ça. Et ça, c'est quoi? C'est 6 posters de plans qui sont dans le bouquin et qui sont utilisables. Donc là, on a la fameuse forêt endormie. Je disais la forêt des rêves, c'est la forêt endormie qui est là, où on voit bien qu'il y a le plan et tout. C'est donc du format carré qui s'ouvre comme ça. C'est sympa. Ça fonctionne bien. C'est pas trop petit, c'est pas trop gros non plus. Là, c'est pas vraiment un plan, mais c'est le décor de Tourne-Bouchon, qui est très joli et qui peut faire un petit peu office de plan aussi. On a également, je vous le montre ici, le plan sans doute le plus important, le plus mythique, le plus central si on joue en campagne, c'est l'arbre à chat qui est là en plan. Donc ça, c'est très bien avec la grosse tête de Walter, du roi Walter, qui est si méchant. On a également la décharge, vous savez, des chiens voilà, donc ça c'est pas mal aussi, bien pratique, parce que on va sans doute avoir envie de faire des détours par cette décharge. On a les alentours de l'arbre à chat, voilà, ça c'est très pratique aussi, notamment parce que l'exil commence à la sortie de l'arbre à chat, hein, donc on va avoir besoin de ce plan tout de suite. Et puis là, on est dans les sous-sols là où vivent les rats, enfin, etc. Et donc voilà. Donc on a un petit peu tous les plans comme ça, en grand format. Je trouve ça très bien. Ça fait un écran quand même bien rempli, d'autant que
Il y a un livret avec cet écran, je vais vous en parler juste après. Mais d'abord, évidemment, il faut quand même que je vous montre l'écran. Donc l'écran, il est en 4 volets, il est toujours au même format carré, donc le voilà. En fait, c'est une même illustration. Si on regarde bien, c'est une même illustration. Hop, je vous le passe comme ça. C'est une même illustration, c'est très joli. Il n'y a pas de vilain logo du jeu au milieu. Je dis vilain, en fait, des fois j'aime bien quand il y est, mais faut pas quand il est beau par exemple, et là il est plutôt chouette, mais faut pas qu'il soit trop gros quoi. J'aime bien quand on a vraiment l'image, moi ça c'est un goût perso. Le format est pas trop mal en fait, c'est-à-dire que c'est pas trop grand, pas trop petit. J'avais un peu peur que le côté carré du bouquin qui est pas très gros pose problème, mais en fait quand on l'a posé devant nous, la hauteur est correcte. La hauteur ressemble beaucoup à un écran format paysage, si vous avez déjà vu. Et comme c'est un format carré, bah, c'est juste que c'est un peu moins long. Mais comme le format paysage 4 volets est très long, en fait, en 4 volets carrés, ça fonctionne bien. Je trouve que c'est un bon format, il n'y a pas de souci. Pour un petit jeu comme ça, où on n'a pas trop envie de cacher, mais on a envie d'une belle ambiance à proposer aux joueurs. Pour moi, c'est assez réussi. Même je trouve qu'en termes de... Voilà. Non, j'ai des remarques. Non, ouais. Je trouve un petit peu sombre, en réalité, parce que... après, je comprends, on va du clair jusqu'au sombre. Et bon, ça fait un petit effet bizarre, je trouve. Mais ça, c'est très très personnel, ça reste un très bel écran. Hein. Attention, hein. Salut, Babar. Ça reste très très beau. Ouais, Eris Aldam, il dit c'est cool de respecter l'illustration. Ouais, c'est bien. C'est pour ça, moi je suis pas contre un logo, mais il faut que le logo, déjà il soit joli, puis qu'en plus il soit pas trop gros, quoi. Qu'on ait vraiment l'illustration en gros, c'est ça qui donne envie dans un écran. C'est une belle illustration immersive. Donc de ce côté-là, c'est très réussi quand même, je trouve. Et de l'autre côté, on a, je vous montre un petit peu des tables. Et sur les tables, j'avoue que je suis un petit peu plus sceptique. Bon, déjà, elles sont belles, c'est pas écrit trop gros. Ça c'est bien. Je trouve que c'est un bon choix. On a toujours un problème. Moi-même, hein, j'ai travaillé des fois sur des écrans où moi-même j'étais poussé à vouloir mettre tellement de choses dessus que tout était très petit. Et en fait, il faut reconnaître qu'en jeu, quand il n'y a pas beaucoup de lumière derrière son écran, en fait, on voit pas très bien, quoi. Et donc, j'aime bien que ce soit pas écrit trop petit. Non, la seule déception, je dirais, de ce truc-là, c'est d'avoir mis en fait les tirages des enfances. Hein, c'est ici. Pourquoi tirer les enfances ici? Sans doute pour créer un petit peu un PNJ. Ça, c'est le mode bac à sable qui les a poussés à ça. Mais il y a quand même des scénarios et tout que les gens jouent, quoi. Donc, j'aurais pas mis ça en priorité. C'est-à-dire que là, l'idée, c'était qu'on avait la table des figurants et la table des enfances. Donc, à partir de la table des figurants, tac, tac, c'est un figurant fort, moyen, hop, on peut quasiment le faire à la volée, créer un PNJ et ses stats à la volée. Mais en réalité, franchement, en jeu, à mon avis, ça arrivera pas beaucoup. Ça va plutôt stresser les MJ. Et donc, on peut tirer les enfances. Mais les enfances, voilà, et après, il faut regarder dans le bouquin, c'est quoi le pouvoir qui va avec. Donc ça, pour moi, c'était pas le plus utile. Et de même, à l'autre bout de l'écran, on a le nom des chatons. Donc à la fois, ça peut être pas mal parce que on se dit, bon, bah, quand je cherche un nom à la volée, j'en trouve un. Donc pourquoi pas, hein. C'est pas forcément des mauvais choix, mais je dirais que c'est pareil. Est-ce qu'il y a peut-être pas des trucs en priorité? Et moi, je vois au moins un truc en priorité. Donc au choix, soit remplacer contre les noms ou contre les enfants figurants. C'était vraiment, c'était les blessures en fait. Quand il y a une querelle de griffes, nos personnages peuvent être réellement blessés. Et donc, il y a une table des blessures qui me semblait important. Le truc que j'aurais bien aimé aussi, c'est qu'il y ait des sorts. Parce que les sorts, pour qu'on sache, on va souvent devoir s'y référer. Mais en fait, il y a combien de pages de sorts? 3 pages de sorts dans le bouquin. Donc, ça aurait fait 3 pages de l'écran. Et toutes les mécaniques centrales, les accidents magiques et tout ça, auraient pas pu trop avoir leur place ou différemment. Bref. Pas évident de faire un écran. Hein. C'est jamais évident. Donc, je suis pas hyper emballé, mais ça fait le job, il y a aucun souci. Hein. Et notamment tout ce qui est très très important, les mécaniques de base, mécaniques des querelles, même le nom des talents. Ça c'est bien par contre. J'ai bien aimé qu'ils mettent le nom des talents parce que c'est tout bête, mais en fait ils ont un nom particulier pour certains: dessiner, peindre, bouger son popotin, se cacher dans les ombres. Bref. Et pour utiliser exactement le terme qui est inscrit sur la feuille des personnages, c'est important de pouvoir retrouver le nom du talent facilement pour le MJ. Donc ça, je trouve que c'est très bien qu'il l'ait mis. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bel écran. Franchement, ça le fait bien. Et quand on met tout ensemble, on a à un prix raisonnable de 25 €.
du matos, quoi. Il y a vraiment, voilà, moi je trouve ça bien, même si c'est au format carré, on n'a pas l'impression d'être lésé sur le matériel. En tout cas, moi, c'est pas mon impression personnelle. N'hésitez pas à le dire, vous. Ouais, mettre des infos rarement utilisées, c'est frustrant. Oui. Puis, alors, il y a toujours un problème qu'il y ait des aspects subjectifs. Puis après, il y a le problème qu'on n'a que 4 volets. Donc, il faut savoir... faut savoir trier, c'est vachement compliqué et c'est vachement passionnant également, hein. Mais c'est vachement compliqué. Donc voilà pour cet écran. Maintenant qu'on a parlé de cet écran, j'ai envie de vous parler donc des aventures, qui est un petit peu le gros morceau de la vidéo d'aujourd'hui quand même, avant de faire le bilan, parce que j'ai pas eu le temps de vous parler des aventures. Il y en a quand même 4, plus celle-ci qui est dans l'écran, dont je vais vous parler aussi. Donc, ça valait le coup qu'on se penche un peu plus sur la question. Donc la partie aventure du bouquin, déjà elle donne des conseils aussi, je sais pas si on en avait parlé, elle donne quelques conseils, descriptions, elle donne notamment des conseils pour utiliser les 4 aventures du bouquin, peut-être pour faire comme une grande campagne, hein, donc pour essayer de panacher le truc, passer d'un système à l'autre. Et donc ça pourrait être pas mal. Je vois que sur l'écran il y a Carvaudion qui dit qu'il devrait proposer un système de garde plastique avec des feuilles reprenant ce qui importe pour le MJ. Ouais, c'est un truc qui revient souvent, mais tout le monde n'aime pas ça en fait. Tout le monde n'aime pas l'aspect visuel du truc plastique. Il y a d'autres systèmes, moi, que je trouve chouettes, mais un jour je ferai une émission sur la production des écrans. Je vais pas en parler, voilà. Mais effectivement, il y a plein de gens qui aiment bien cette solution et elle a beaucoup d'intérêt effectivement en termes pratiques. Il y avait même quelqu'un qui faisait des écrans comme ça, uniquement comme ça, où on mettait que les feuilles qu'on voulait, même côté PJ. Mais je reviens à mes aventures Carvaudion. Donc les 4 aventures peuvent former une campagne. La première aventure est donc un peu la première aventure qu'on peut jouer, l'aventure d'introduction, l'aventure où vu que le principe du jeu c'est de dire que nos chatons sont renvoyés de l'arbre-chat, sont mis en exil, que c'est ça toute la prémisse. Eh bien, il fallait donc que cette première aventure d'introduction mette en scène tout ça. Et du coup, c'est le cas avec ce scénario qui s'appelle Mamie Omelette a disparu. Voilà, et c'est d'ailleurs le scénario qu'on a joué en let's play sur Rollis TV. Et donc, je vous invite à aller voir. C'est pour ceux qui veulent, vous retrouverez la vidéo évidemment dans les playlists du jeu du mois, qui sont une des premières playlists sur les playlists. Je les ai mises toutes sur la page d'accueil de la page YouTube. Donc vous retrouvez ça vraiment très facilement. Donc Mamie Omelette, donc je l'ai joué en plus, hein, donc je peux pouvoir vous en parler. À plusieurs a donc l'intérêt un petit peu de lancer le truc. Le principe, c'est qu'en fait, en quittant Arbrachat, quand on est exilé, sur la route, souvent, en gros, on nous dit d'aller voir Mamie Omelette parce qu'elle habite un petit peu à l'extérieur. Elle est sur le chemin de l'exil, en gros, et donc elle pourra vous accueillir pour la nuit et peut-être vous donner un peu à manger, etc. Avant que vous partiez vraiment loin pour l'exil, donc pour un dernier moment un petit peu intermédiaire entre la vie que vous avez connue à Arbrachat et la civilisation de Arbrachat, des chatons d'Arbrachat, et le monde de l'aventure et le monde mystérieux de ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est sympa, ça marche bien. Mais il se trouve que, donc spoiler évidemment, hein, je vais parler des aventures, c'est spoiler. Il se trouve donc que Mamie Omelette aura disparu quand les chatons vont arriver chez elle. En fait, il s'est passé quelque chose, etc. Et il faut retrouver ce qui s'est passé. Alors, il y a plusieurs choses sympas dans ce scénario. Il y a déjà toute l'ambiance qui est vraiment chouette. Il y a les PNJ qu'on croise qui sont chouettes, qui sont nombreux. Je pense au blaireau, là, ça m'a trop fait penser au dessin du Grumpf. Je pense que c'est fait exprès d'ailleurs, parce que le Grumpf se représentait toujours par le dessin d'une sorte de blaireau un petit peu humanoïde, et donc là il y en a un. Pour rappel, hein, le Grumpf a travaillé sur ce jeu. Je vous renvoie aux autres vidéos. Donc voilà, il y a tout ce qui est cette ambiance. Il y a le fait qu'on rencontre aussi un PNJ important. Qui pourra nous aider notamment pour
pour peut-être le jour où, en tant que chaton, vous reviendrez pour essayer de peut-être détrôner le méchant roi Walter, par exemple, c'est Monsieur de la Lune, qui est une sorte de contrebandier, de résistant, qui est un des premiers à être exilé par le roi Walter. Donc ça, c'est pas mal. Ça pose aussi l'idée que, à travers Mamie Omelette, on va pouvoir échanger des lettres et des messages entre la population d'Arbracha, donc peut-être la famille que vous avez laissée, et les gens qui vivent à l'extérieur et qui sont en exil. Donc en fait, en même temps, ça place une belle pierre pour plus tard, si vraiment le jeu vous plaît, que vous jouez en campagne et que vous avez envie de monter une résistance contre le roi Walter, essayer de revenir à Arbracha, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa, parce que c'est fait de manière un peu discrète, c'est pas essentiel au scénario, mais en même temps, ça pose des choses. Salut Basile Petit. Et salut Emeric. Et du coup, ça c'est bien. J'ai quelques réserves un peu sur le scénario. Pourquoi ? Parce que comme le jeu est très bien, je réagis comme quelqu'un de très exigeant. Donc c'est des réserves, mais en fait, vous inquiétez pas, c'est très bien. Mais comme le jeu est très bien, moi j'aurais aimé que le premier scénario, en fait, mette réellement en scène l'exil. C'est-à-dire le moment où les chatons apprennent la nouvelle, comment ça se passe, comment ils sont mis dehors et tout. Là, ça passe un petit peu vite, je trouve. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je comprends que l'idée, c'est l'idée poétique de l'exil et que c'est pas forcément important de le jouer. Donc, ça se défend, ce qu'ils ont fait complètement. C'est pour ça que. Mais c'est vrai que j'avoue que moi, j'aurais aimé jouer ce moment-là. Pourquoi ? Parce que je me dis que une fois qu'on est pris dans l'univers, et comme moi, l'univers m'a quand même intéressé. Et qu'il y a cette espèce de grande histoire qu'on pourrait jouer, d'essayer de détrôner le roi Walter, ou au moins de revenir comme un résistant, de lutter contre le roi Walter. Et ben j'aurais trouvé que jouer cette scène d'intro, et ben ça peut être vraiment un moment important pour avoir ce lien sentimental mais négatif envers le roi Walter, par exemple. Mais peut-être que c'est un moment aussi un petit peu trop adulte à jouer. Donc leur position se défend. Mais disons que ça pourrait être chouette en tout cas que la gamme développe un scénario comme ça. Mais voilà. Les autres trucs, les autres petites réserves que j'ai moi en le jouant, c'est qu'en fait ils ont utilisé des techniques qui moi me plaisent pas en tant que joueur. Donc là c'est pareil, c'est hyper subjectif. Par exemple, quand on arrive chez Mamie Omelette, il y a plein d'indices, vous verrez dans le let's play, et les indices nous donnent à penser que Mamie Omelette a été kidnappée. D'accord, parce que tout est sans dessus dessous, etc. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas ce qui s'est passé. C'est que en fait, Mamie Omelette est tombée malade, et donc Monsieur de la Lune avec d'autres sont venus l'aider pour la soigner, etc. Ils sont venus la chercher, et comme il y a 2-3 balourds, ils ont fait tomber des trucs, etc. Ouais, mais c'est pas, enfin moi je trouve que c'est pas cohérent. Du coup, je trouve que c'est vraiment un pur trick pour nous faire croire, pour jouer avec nous. Mais du coup, moi j'étais déçu par la résolution, quoi. Et c'est dommage parce que dans le scénar, comme le trick marche très bien, parce que du coup on est inquiet quand on retrouve Mamie Omelette avec cette bande de créatures bizarres, il y a une araignée et tout ça, et ben on est hyper inquiet de comment ça va se passer, quoi. Et en fait ça se passe plutôt bien parce qu'en fait ce sont des gens gentils, quoi. Mais j'aurais aimé que ça reste cohérent, quoi, avec le début. Et je trouve que là, avec moi, c'est subjectif, mais ça n'a pas marché. Voilà. Et bon, cela dit, le scénario, il est plutôt sympa. Ce que j'aime bien, c'est que on a bien une rencontre de Crow avec 2 PNJ qui ensuite vont être ceux qui vont avertir les soldats d'Arbracha qui vont venir nous poursuivre, et il faudra leur échapper et partir. Enfin bref. Donc narrativement, tout ça fonctionne très bien. C'est vraiment chouette. On a notre première querelle de Crow pour découvrir les règles. Tout ça, c'est vachement bien. Donc voilà. Bon scénario. J'ai quelques critiques parce que je suis un peu pointilleux, mais ça reste un bon petit scénario d'introduction. Une fois qu'on a passé ce scénario d'introduction, le deuxième scénario qu'il nous propose, Carvation dit comme toujours le meneur étoffe, non? Oui, le meneur peut étoffer, ouais, évidemment. Mais ce qui m'a gêné, c'est pas ça, c'est plus le problème de cohérence entre ce qui s'est passé, ce qu'on a vu dans la maison de. Ouais, je vais pas me répéter, quoi. Je pense qu'on a compris. Et puis ça sert à rien d'appesantir parce que le scénario est très bien, donc c'est une petite remarque comme ça en passant. 3 petits cochons, c'est le deuxième scénario qui est proposé dans le bouquin. Les 3 petits cochons, c'est un scénario donc très différent.
parce que là, ça va se passer à Tournebouchon, qui est déjà assez loin par rapport à Arbrachat. Donc on est vraiment dans l'exil. Et effectivement, je trouve qu'il y a un gros saut à passer entre le petit scénario sympathique de Mamie Omelette et Tournebouchon, d'autant que en termes d'intrigue, ça suit pas vraiment, quoi. Il y a pas vraiment de lien. Moi, c'est un petit regret quand on me dit qu'on va jouer en campagne. J'aime bien qu'il y ait un lien quand même un peu plus fort que ça. Mais par contre, ça reste un très bon scénario. Alors le principe, c'est que ça va, comment dire, c'est que c'est évidemment une manière de détourner le conte des trois petits cochons. Là, le principe, c'est qu'en fait, les trois petits cochons, c'est trois frères. Ils sont constructeurs et ils s'entendent jamais, quoi. Il y en a un qui préfère construire tous ces trucs en paille, c'est Gron-Gron. Il y en a un autre, c'est Grand-Grand. Lui, il aime bien utiliser les matériaux de récupération, donc c'est le bois, hein, la référence avec le conte. Et puis il y a Grin-Grin. Lui, c'est la pierre, quoi. Il construit en pierre et donc ils s'entendent jamais, ils se disputent toujours. Et ils sont partis trouver du travail à Tournebouchon. Et en fait, du coup, leur affaire marche pas parce qu'ils s'entendent pas, mais ils sont capturés par quelqu'un qui fomente une sorte de coup d'État, mais contre le maire de la ville de Tournebouchon, et qui a besoin de faire construire un piédestal avec truqué, quoi, qui va permettre de faire tomber comment dire, la statue du nouveau maire de la ville, etc. Et bref, donc il y a tout un petit plot comme ça d'un grand méchant qui veut prendre la place, et les trois petits cochons, ils doivent construire leur truc. Donc en fait, ils ont été emprisonnés par ce grand méchant. Et le but des PJ, c'est de découvrir pourquoi ces trois petits cochons ils ont disparu, et évidemment de les sauver. Donc moi je trouve que ça fonctionne bien. J'aime bien l'idée là qu'ils s'entendent pas, etc. Puis en fait du coup, en travaillant de force pour ce grand méchant sous la menace, en fait ils vont arriver à travailler ensemble. Donc ils vont découvrir qu'ils vont pouvoir travailler ensemble. Donc je sais pas si la morale de l'histoire elle est très belle, elle est très bonne quand on y réfléchit un peu trop longtemps, mais quand on y réfléchit pas plus que ça, en tout cas. Moi j'ai pas senti le besoin, mais je trouve que c'est sympa, quoi. Je trouve que c'est une bonne petite idée derrière, avec une petite d'avoir une petite morale comme ça, comme dans les contes. Moi j'aime bien dans des univers un petit peu poétiques comme ça. Donc voilà. Et là on a dans cette aventure-là, comment dire, on a une sorte de petit didacticiel pour essayer de gérer les enquêtes en mode bac à sable, hein, parce que c'est une enquête au départ, il faut trouver pourquoi ils ont disparu. On est envoyé par la mère en fait des trois petits cochons qui n'a pas de nouvelles de ses enfants, et donc c'est un petit peu intéressant. Ce didacticiel, comment dire, parce que c'est vraiment une approche particulière et qui plaira pas à tout le monde. L'approche, c'est de dire, en fait, on a un flot d'informations, on a plusieurs informations qui s'enchaînent, et le but, c'est que de toute façon, les PJ y aient accès, parce que sinon, le scénario va être bloqué. D'accord, c'est en général, en gros, la problématique des enquêtes. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que si les PJ sont bloqués par un truc, et du coup l'enquête est bloquée, quoi. Et donc il faut absolument que dans une enquête, les PJ obtiennent un certain nombre d'indices qui permettent à minima de comprendre ce qui va permettre d'aller au bout du scénario. Donc ils partent de ce constat-là, et plutôt que d'essayer de ficeler le truc en termes de narrative design pour que ça marche, eux ils se disent on est en bac à sable, donc quoi qu'il arrive, ils vont avoir ces informations-là. Mais du coup, le but, c'est de... comment dire ? Le but, c'est finalement en impro, en fonction de ce que font les joueurs, parce qu'ils sont en mode bac à sable, ils font ce qu'ils veulent, c'est de mettre ça dans la bouche des différents personnages, quels qu'ils soient, quelque part, pour qu'à la fin, ils aient toutes les informations. Donc, ça, c'est une approche qui est à la fois élégante en termes de game design, mais à la fois peut poser problème à des gens qui, et moi je suis un peu de ce côté-là, qui aiment bien plutôt que ce soit pas l'arbitraire du MJ qui décide, entre guillemets, et que ce soit vraiment le côté la vie réelle du scénario, quoi, en fait. Alors ça, c'est toute une discussion qu'on pourra avoir un jour. Mais en tout cas, ils expliquent tout ça. Donc ça, c'est bien intéressant. Et après, faut aimer ou pas cette approche, mais en tout cas, c'est bien intéressant. Alors, il y a un petit côté bizarre, c'est qu'ils expliquent tout ça, et je trouve dans le scénario, c'est pas exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que ils te disent qu'en fait, les informations peuvent être dans la bouche de n'importe qui, mais dans le scénario, ils ont clairement mis dans un aspect un peu plus linéaire
qui faisait quoi et quelle information menait à quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Mais bon, à défaut, au moins on a l'explication. Et puis, si vous voulez créer des intrigues comme ça, bah vous allez pouvoir quoi. Donc voilà. Autre truc, un peu où je suis resté sur ma faim sur ce scénario-là, c'est que les PJ peuvent décider que l'aventure elle est finie quand ils ont sauvé les cochons. Pourquoi intervenir contre le loup après tout? Est-ce que le chef des cochons qui veut démettre, il est si gentil que ça? Il a pas l'air. Il y a peut-être des PJ qui vont juste penser à aller prévenir la garde et ça suffit quoi. Donc il y a moyen de passer quand même à côté de la scène finale. Je trouve un peu trop facilement. Donc voilà. Après la scène d'action finale, elle est vraiment sympa. Avec évidemment une querelle de griffes qui peut commencer au péril de la vie pour aider le baron. Enfin bref, ils ont mis des petites mécaniques dans le combat, c'est vachement bien foutu. Donc voilà. Donc c'est un scénario qui est quand même intéressant, qui est sympa, qui a une bonne base. J'ai eu quelques petites remarques, sans doute le MJ va remettre à sa sauce. Mais ma principale critique, c'est plutôt le manque de scénario intermédiaire, je trouve, pour aller de Mamie Omelette à ce scénario-là. Je pense qu'ils ont été un petit peu trop ambitieux sur les scénarios en réalité, à vouloir vraiment montrer des trucs très différents, etc. Et du coup, on perd le côté un petit peu enfantin du jeu et un peu didacticiel, qu'aurait voulu qu'on ait une petite approche quand même, une rentrée en douceur quoi, par étape en tout cas. Là, je trouve qu'on arrive vite sur un truc, une enquête. Voilà, faut être un vrai MJ, faut pas. Alors, c'est plutôt un adulte qui fera jouer les enfants, mais en tant que joueur, faut être déjà un joueur proactif pour jouer sur une enquête un peu bac à sable, etc. Donc, moi, j'aurais aimé un petit scénario un peu plus linéaire où il commence à y avoir des petites libertés bac à sable pour montrer comment ça se passe entre les deux. Mais vraiment, je pinaille parce que tout est bien. Le troisième scénario, ça s'appelle Le Cauchemar de Séléné. Et le cauchemar de Séléné, il est là, et donc on reconnaît Séléné. Que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est vraiment une aventure, moi, que je trouve indépendante. Donc, on peut faire une campagne, on peut enchaîner ces 4 scénarios, mais on voit qu'ils sont quand même vraiment très indépendants. Et là, alors là, c'est un petit peu vraiment particulier, à la fois ambitieux, mais ambitieux sur l'objectif, mais à mon avis, sur la mise en forme, pas assez. C'est parce que c'est une partie aléatoire, en fait. Grosso modo, c'est de dire, Séléné, on l'a appris dans le background du jeu, dans la partie sur la forêt endormie. Séléné fait des rêves et on peut se retrouver un petit peu dans ses rêves, ou quand on se balade dans la forêt, on peut se retrouver dans ses rêves, etc. Et elle fait des cauchemars aussi. Et donc on se retrouve dans des mondes complètement imaginaires. Et le but, c'est un petit peu d'en sortir, d'essayer de calmer Séléné pour qu'elle arrête de faire ses cauchemars, etc. Et donc le parti pris, c'est de se dire, en fait, les PJ vont se retrouver dans un rêve. Un rêve, c'est complètement aléatoire. Donc, on va tout tirer de manière aléatoire. Alors, les PJ vont se retrouver dans quel lieu? Je tire, je lance un premier dé. Un premier D6, je fais 4, ce sera dans une clairière. Et je relance un deuxième D6, je fais 5. Et elle est immense et il faut un certain temps pour traverser cette clairière. D'accord. Allez à ambiance, puis aventure. Donc, je vais à ambiance, je tire un D6. Un D6, ambiance de cauchemar. Alors, quelle est l'ambiance? Alors, je tire un 4, puis ensuite un 4. La lumière est plus faible, quasi inexistante. Il est difficile de distinguer son chemin. Donc, je suis dans une clairière très très grande, où c'est inexistant, il faut... Et l'aventure, ça va être quoi? Si je fais 1, rien à signaler, tout semble figé dans le temps et la poussière. D'accord. Je vais faire quoi avec ça? Si je fais 2, il y a un danger. Si je fais 3, il y a une découverte, une rencontre. Et donc après, on tire le danger, découverte, la rencontre. Faut quand même pas faire 1 à ce moment-là du tirage, parce que et on va tirer danger. On va dire que j'ai fait 4. D'étranges cordes pendent du plafond et traînent sur le sol. Donc voilà, une clairière sombre, on voit pas grand-chose, mais il y a des cordes qui pendent du plafond. Alors c'est pas vraiment le plafond, c'est le ciel. Elles émettent des vrombissements et des claquements. Un petit peu comme des câbles électriques, les chatons doivent progresser en évitant de s'y frotter. Et donc là, le but, c'est de passer entre les trucs, etc. Et la rencontre, une fleur bizarre carnivore. Et voilà. Donc, ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a juste cette étape de rencontre, là que je vous ai fait un petit peu rapidement. On peut rajouter, il y a un trésor, etc. Mais
il faudra donc broder autour. On est vraiment dans l'esprit OSR aléatoire. On a plein de tables aléatoires, on tire tout, et à partir de ça, il va falloir faire un scénario. Donc je comprends qu'il l'ait proposé parce que dans un jeu comme ça un peu bac à sable, c'est cool et tout, mais je trouve ça un petit peu comment dire, en fait on arrive un petit peu dans dans l'espèce de dissension que je trouve dans le jeu entre ses mécaniques et ce qu'il donne à voir comme public de jeu. C'est-à-dire, en fait, c'est pas vraiment un jeu pour les enfants, mais c'est quand même un jeu pour les enfants. En gros, quand on joue en one shot avec des enfants, ça va être super sympa, mais dès qu'on va vouloir jouer en campagne, on va se retrouver que bon, le MJ, il faut que ce soit quand même un vieux MJ old school OSR, et les joueurs, faut quand même qu'ils soient proactifs pour faire du bac à sable, donc faut quand même qu'ils soient quand même plus adultes souvent. Je trouve on est dans le petit frottement qui existe dans ce jeu-là avec ça. Mais cela dit, c'est bien foutu, c'est bien fait. Moi j'aime bien, ça donne déjà l'idée qu'on peut inventer quoi, une histoire un petit peu complètement un peu délirante, ultra poétique, parce que dans les rêves de Séléné, on peut aller encore plus loin que juste l'univers déjà tel qu'il est décrit dans le background du jeu. Et ça, je trouve ça sympa. Par contre, j'aurais aimé qu'on sache un peu plus comment apaiser Séléné dans ses rêves, parce que moi, c'est ce qui m'avait plu quand j'avais lu le background, c'est que, en gros, je voyais bien que la mission allait être d'aller apaiser le cauchemar. Donc, comment on apaise le cauchemar? J'aurais bien aimé qu'il y ait des petites soit une petite mécanique, soit des petits conseils pour dire en fait comment finir en fait le scénario, quoi, amener quelque chose qui nous amène à penser qu'on calme Séléné dans ses rêves, et donc voilà. Alors voilà pour le cauchemar de Séléné. Qu'est-ce que vous me dites? Je vais lire un petit peu. Alors évidemment, je vous rappelle, l'émission est en YouTube Première, donc je ne lis que les messages qui ont été postés quand j'ai enregistré l'émission la veille. Donc, Basile, les indices qui peuvent apparaître à plusieurs endroits, c'est vraiment ce que je préfère dans un scénario d'enquête pour être sûr de ne pas coincer mes joueurs. Oui, ouais, mais je comprends ça parce qu'en fait, sinon on est dans la problématique du truc bloqué. Mais là, c'est mes goûts qui sortent, hein. Moi, je suis d'accord, ça marche très bien ce que tu dis. Et moi, personnellement, je préfère quand, en fait, le narrative design fait qu'on va pouvoir trouver les informations, mais qu'elles sont effectivement un endroit matériel et pas, voilà, ou alors en plusieurs endroits, mais il y a toujours une raison, au fait, qu'on va trouver les trucs là de manière cohérente et pas juste, on a décidé que quoi qu'il arrive, les informations, elles tomberaient, quoi. Et donc, voilà. Et ça, c'est personnel, ça sert à rien que je m'apesantisse dessus. Carvaudion, on peut faire les deux, avoir des indices transversaux, des indices qui sont accessibles qu'auprès d'un seul perso. Oui, ça c'est possible, quelle que soit la manière en fait, hein, à la fois dans ce côté un petit peu bac à sable très libre, ou à la fois en termes classiques. Claire, on va lui péter la tronche au méchant, dit Carvaudion. Bah oui. Je suis d'accord, les univers bac à sable, cela ne convient pas à tous, cela peut paralyser des joueurs aguerris. Même des joueurs aguerris. Oui, c'est vrai en plus. D'ailleurs, c'est vrai que la dichotomie jeune-vieux, c'est pas la meilleure sur le bac à sable, parce qu'on va pouvoir trouver des jeunes, des fois, qui seront vachement proactifs, et des vieux, pas du tout. Mais d'une manière générale, je trouve qu'il y a un peu plus de proactifs dans les rôlistes qui jouent régulièrement et qui ont passé un certain âge. Mais ça reste, c'est pas des statistiques prouvées, tout ça. Donc voilà, on arrive au 4e scénario. Et du coup, vous voyez, finalement, je suis un peu critique malgré tout, même si je trouve que c'est du bon travail sur l'approche. C'est-à-dire qu'à la fois en étant ambitieux, on se retrouve avec 4 scénarios qui, en fait, il y en a aucun qui me satisfait pleinement. Il n'y en a aucun qui correspond à ce que j'aurais voulu trouver dans le livre de base pour me lancer dans l'univers. Mamie Omelette étant ce qui sera en rapproche le plus. Mais voilà, il y a 2-3 trucs qui m'ont chiffonné, mais Mamie Omelette, c'est un peu ça que quand même j'attendais. Et j'en attendais au moins 2 comme ça. Il y en a pas 2 comme ça, et les autres sont donc ambitieux. On s'est retrouvé avec un truc très très intrigue et un peu bac à sable dans une ville très urbain qui est plus un petit peu aguerri. On s'est retrouvé avec un truc totalement aléatoire. Ça, c'est le cauchemar CD. Et là, on arrive sur le 4e, qui est le donjon de Fief Frousse, qui est totalement, j'allais dire totalement indispensable à mon avis à ce bouquin, parce que je trouve que c'est une excellente idée et une excellente promesse, parce que c'est le donjon qui révèle tous les secrets du monde. Donc si on va là-bas, quoi qu'il arrive, on va découvrir quelque chose de super. Hein. Mais c'est pareil, ça reste un OSR aléatoire, old school donjon. Donc le principe, c'est le principe du donjon en 5 pièces, qui est très connu dans le milieu de l'OSR.
Et donc ça veut dire que chaque fois qu'on va aller à Fieffre-Frousse, il y aura toujours que 5 pièces en fait. Hein. Et donc, et ce donjon, son background, c'est comme il est perdu dans une anomalie temporelle. À chaque fois qu'on rentre dans le donjon, on se trouve jamais au même endroit ni au même moment de la vie de donjon de Fieffre-Frousse. Ça veut dire que le côté aléatoire va pouvoir partir vraiment dans tous les sens. On va pouvoir se retrouver dans le futur, dans le passé, n'importe à un moment où le donjon Fieffre-Frousse est tout petit, où il est immense, peu importe. Peu importe, parce que de toute façon, ce serait une configuration en 5 pièces la plupart du temps, même si évidemment on peut faire ce qu'on veut en tant que MJ. Et voilà, on va se retrouver pareil avec des tables aléatoires pour déterminer la thématique du donjon. Est-ce que ce sera la thématique, ce sera le brouillard, ce sera les couleurs, ce sera le froid, les miroirs, l'ombre, la rouille. La configuration en 5 pièces, ça va être avec donc quel type de pièces on va se retrouver dedans. En gros, est-ce qu'il y aura une épreuve à l'intérieur, il y aura un choix à faire, un gardien à affronter, tout ça se tire au hasard. Et j'aime bien l'idée de la pièce miroir dedans. C'est-à-dire, la pièce miroir, ça veut dire que si jusqu'à présent ça a été facile, la pièce miroir, il faut qu'elle soit difficile. Donc on va mettre un gros défi, etc. Et en revanche, si on sort d'un truc très difficile, la pièce miroir, ça va être une pièce vraiment facile, cool. Voilà, c'est un petit concept sympa. On est vraiment dans l'improvisation. Il donne 3 exemples de petits donjons. Le tunnel tout en rond, qui est une sorte de tunnel humide, une sorte de ruine de cyclotron. Voilà, j'ai pas trouvé ça ouf. L'hôtel de Hilbert. Alors là, on se retrouve dans un grand complexe hôtelier immense. C'est plus du tout un donjon. Alors ça montre qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Mais pour moi, je trouve ça va encore trop loin n'importe quoi d'imaginer que le donjon est devenu un complexe hôtelier. Même si l'idée est bonne en soi. Hein. Donc voilà. Au début, ça m'a fait cet effet-là, mais en fait, bon, quand on y réfléchit, il y a moyen. Il y a un mystérieux client qui est seul, qui est complètement en haut de l'hôtel. Ça, j'aime bien ce petit truc-là, sachant que ce serait bien que, comment dire, que il manque souvent le point d'entrée à Fieffre-Frousse, parce qu'en gros l'idée c'est de dire c'est les PJ, ils y vont aussi, peut-être qu'ils vont trouver une réponse à quelque chose, mais on sait pas ce que c'est, parce que ça dépendra de votre campagne. Mais du coup, tout ça est très très free, donc c'est très bien, c'est des beaux outils. Mais c'est vrai que voilà, on est vraiment loin de l'idée il y a 4 scénars dans le bouquin de base. Je vais pouvoir me jouer les 4 scénars, et puis une fois que je serai bien prêt, je pourrais commencer à vraiment rentrer dans le bac à sable, quoi. Donc voilà, il y a un autre exemple, c'est avec le parc du centre. Oui, je vous disais l'invité dans l'hôtellerie, parce que ce qui est marrant, c'est qu'il est tout seul dans une pièce de verre bloquée. Il est complètement bloqué là-haut, et c'est une armée de robots qui le sert. Voilà, ça c'est un genre d'image poétique que j'aime bien. 3e exemple, c'est un parc urbain avec plein de végétation, enfin bref, voilà. Moi ça me laisse un peu sur ma faim. J'aime bien le concept de Fieffre-Frousse, je trouve ça très très bien, mais je trouve pas que les outils en eux-mêmes sont assez puissants par rapport au concept. Moi, il me semble que Fieffre-Frousse mériterait en réalité quelques points d'ancrage moins aléatoires et un cœur très aléatoire, mais très très développé, du coup, enfin avec beaucoup plus de tables, beaucoup plus d'enjeux, un peu réfléchis, ce truc comme ça. Enfin, réfléchis dans le fait qu'ils peuvent se lier entre eux, etc., pour donner des sens et des épreuves qui font un peu plus sens et qui seront plus intéressantes. Et ça mériterait carrément un supplément, moi je pense, Fieffre-Frousse. Et voilà, le bouquin de base se termine là-dessus. Je vous parle un petit peu de l'autre scénar, et puis ensuite je vous fais ma conclusion finale. Le scénar qui est là. Ce scénar-là, il s'appelle Un manoir dans la brume, et il est complètement inspiré de Ravenloft, on va dire. C'est Trikitov qui l'a écrit. Et du coup, là je suis content parce que c'est effectivement plus le type de scénar que je voulais trouver moi dans le livre de base. Donc ça vient corriger un petit peu ça, parce que là les choses sont un petit peu plus décrites. Il y a un petit côté quand même bac à sable, on se déplace où on veut, etc. Mais on a vraiment les choses qui sont décrites point par point, avec une fin, un objectif, et ça c'est pas mal. Alors malgré tout, ils disent que c'est pour une conteuse aguerrie, ce qui continue de confirmer le fait que c'est pour les enfants, c'est vraiment, comme ils le disent au dos du bouquin, c'est vraiment pour un joueur, un MJ adulte qui connaît bien pour faire jouer les autres. J'aurais aimé du coup une transition depuis Mamie Omelette pour ça, parce que je trouve que c'est ça qu'il faut jouer après. Voilà, on se retrouve, voilà, il y a un orage, c'est un peu comme Ravenloft, hein, on se retrouve dans tout ça. Sauf que le grand méchant, en fait, c'est en fait un accident magique qui a eu lieu, et la grande méchante, elle s'appelle Pétronille, et elle revient comme ombre spectrale qui veut reprendre sa forme. Enfin bref, il y a tout un rituel qui est fait pour ça, autour de ça, parce qu'on a retrouvé sa trace. Bah, bref, il y a plein de rats qui sont vraiment sympas
sympa. Si l'invasion des rats qui est prévue dans. Ouais, bref. Donc il y a pas mal de séquences différentes. Ça, voilà, je trouve ça un petit peu plus linéaire, un peu plus accessible, et ça m'a plu, même si ça reste un bon petit scénario, puisque on a quand même combien de pages là? 22 pages de scénario quand même. Donc voilà. Allez, je passe au bilan de Donjons et Chatons. Donc mon bilan, c'est que en termes de world building, Donjons et Chatons est vraiment excellent. C'est-à-dire qu'il y a un concept fort. C'est des donjons, mais où on joue des chatons. Donc ce concept il est hyper fort parce que à la fois j'aime l'amour pour le vieux donjon, pour l'OSR, qui fait qu'on va avoir envie de piocher des idées dans le monde de l'OSR, qui est un monde que j'aime bien, que je connais pas assez, mais que j'aime beaucoup pour ce que j'en connais. Voilà, et en plus on va jouer des chatons et c'est cool. Et en plus on n'est pas obligé évidemment de plonger dans l'OSR parce que Donjon c'est Donjons et Dragons aussi, donc on peut reprendre les poncifs un petit peu du médiéval fantastique, même s'il y a un côté dans l'univers un peu plus apocalyptique, un peu plus technologique, parce qu'on est sur les ruines de la vieille technologie des humains. Mais ça, ce concept, il est très très fort. Il est très très fort, pourquoi? Parce que derrière, souvent, quand on a un concept fort, c'est trop resserré et le genre est pas assez fort, je vous en avais parlé. Et là, le genre, en fait, il est quand même très ouvert, quoi. Une méthode hyper classique, exploration, machin truc, résistance si on veut, contre Walter. Enfin bref, c'est vraiment la force de ce concept-là, c'est d'être à la fois très ouvert et en même temps très fort comme concept. Donc ça, c'est très puissant, c'est un gros oui. La crédibilité de l'univers, de la cohérence, elle est très bien faite. En termes de background, c'est bien écrit, tout ça, c'est bien développé. En termes d'enjeux forts et de grands enjeux et d'enjeux secondaires, ça c'est aussi parfait parce que les persos sont mis en exil. Donc on a tout de suite une raison d'être à l'aventure. En plus, il y a un grand enjeu parce que peut-être qu'on va devoir revenir pour détrôner le méchant roi Walter. Et en plus, il y a d'autres enjeux secondaires intéressants. Mais c'est quoi le mystère sur les humains? Et puis qu'est-ce qui se passe à la casse? Et puis peut-être que, enfin bref, il y a des conspirations à l'extérieur. Enfin bref, il y a une vie à l'extérieur. Donc tout ça, franchement, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est totalement brillant et bien vu. Et c'est une grande réussite. On peut faire plein de scénarios possibles dedans, donc voilà, moi je trouve ça vraiment très très bien. C'est un univers qu'en plus très facile à comprendre, on comprend juste avec les illustrations, donc ça c'est vraiment pratique. Et le seul truc qui me manque, c'est une grande histoire, un métaplot, c'est-à-dire vraiment que on peut démettre Walter, ça peut être le sujet de la campagne, d'accord. Mais est-ce que le monde, il va bouger, en fait? Est-ce que le monde, il y a des interdépendances entre Arbracha, l'extérieur? Et est-ce qu'il y a des choses une grande histoire qui peut se passer avec des choses mystérieuses qu'on va pouvoir découvrir? Ça, pour le moment, il n'y a pas. Ce sera peut-être dans l'avenir. J'aimerais bien, moi, personnellement. Mais c'est le seul truc qui me manque et on n'a pas, enfin, un grand jeu n'a pas besoin d'un métaplot. Moi, dans mon esprit, je vous en avais parlé, dans mes premières vidéos, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, ça veut pas dire que le gâteau est pas bon, là, le gâteau est délicieux. En termes de game design, ça m'a beaucoup plu aussi. Et mon seul souci, c'est la friction. Ce côté, l'air enfantin fait qu'on a envie que ce soit aussi un jeu pour enfants, mais en réalité, c'est pas trop un jeu pour enfants. Même les règles, elles sont simples, mais il faut beaucoup les simplifier en réalité pour jouer avec des enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa légère complexité, enfin sa profondeur plutôt, parce que c'est pas vraiment compliqué, mais sa profondeur vient de mécaniques un petit peu différentes que quand on est un rôliste aguerri, on va pouvoir manipuler facilement, mais quand on est jeune, ça va être un peu plus compliqué. C'est-à-dire que la profondeur va venir du fait que voilà, on a les points de cœur à dépenser, on a les points d'amitié à dépenser, on a les relances sur ses équipements, on a comment dire, voilà, on a plein de petits trucs comme ça qui sont sur les mécaniques de base, qui vont pouvoir jouer. C'est très bien foutu, ce système 3D6 avec ses réussites, ça reste simple et assez rapide. Mais cette richesse-là, voilà, elle frotte, à mon avis, avec le concept de faire jouer avec les enfants. Et du coup, elle est aussi un petit peu, pour moi, enfin, moi, je suis un petit peu ambivalent moi-même vis-à-vis de ce système-là. C'est-à-dire que j'ai un regret, c'est qu'en fait, je trouve que les chats sont finalement, comment dire, pas assez typé dans le temps. C'est-à-dire que si vous jouez une campagne ou deux campagnes, il y aura aucun problème. Il y a suffisamment de matière parce que chaque type de chaton, son enfance, d'où il vient, etc., est assez typé justement. Ça c'est bien. À la fois en termes de background, puis à la fois il y a un petit pouvoir qui va avec. Le truc c'est que quand on joue longuement à un jeu parce qu'il nous plaît,
Donc on fait une campagne, deux campagnes, on refait des persos, etc. Là pour le coup, en fait ça manque de variété, et notamment quand le personnage va progresser, en réalité il va pas développer énormément de choses, quoi, un peu plus de peut-être des sorts, mais c'est tout. Et des sorts, il y en a finalement que j'en ai plus le nom, mais il y en a pas tant que ça, quoi. C'est pas la folie. Donc la profondeur vient des mécaniques, mais il y a pas tant de profondeur que ça autour des personnages. D'un point de vue, c'est peut-être pas nécessaire. Est-ce que c'est vraiment un jeu où on va jouer autant que ça, autant qu'un gros jeu auquel on joue régulièrement et on relance des persos, on refait une autre campagne et voilà, on a envie de changer, que les règles soient différentes pour son personnage chaque fois. Est-ce que c'est le cas? C'est pas sûr. Du coup, je suis pas sûr que ce soit un problème, mais en tout cas, c'est comme ça, et c'est bien de le savoir avant peut-être de réfléchir à ce que c'est un jeu pour vous, etc. Après, passer ça, la richesse elle est là, je vous l'ai dit. Je trouve que l'idée fantastique, c'est l'idée des querelles de crocs et des querelles de griffes. Ça, je trouve ça incroyable d'avoir une idée aussi simple mais aussi forte. Une idée qu'on aimerait voir dans plein d'autres jeux, en fait, parce que souvent on se bat pas à la mort, mais par contre parfois on se bat, et comment on a toujours un petit peu de mal à gérer cette problématique-là en jeu de rôle, comme beaucoup de jeux viennent des jeux où il y a du combat, où il y a des morts, etc., où il y a de la tension, machin, des trucs un peu donjons, mais même voilà, RunQuest, des trucs que j'ai connus, Stormbringer, etc. On a toujours un peu de mal à gérer l'affrontement qui n'est pas un affrontement à la mort. Hein, et là, ça montre que c'est quand même deux choses différentes et qu'il faut peut-être les gérer différemment. Moi, je trouve que c'est une superbe idée, et en plus, ça fonctionne tellement bien, querelle de crocs, querelle de griffes, juste dans les mots, que c'est vraiment, voilà, bravo à eux. J'aime beaucoup le système de l'initiative aussi. Le côté, quand c'est offensif, on fait une action offensive. Du coup, on donne la main à l'adversaire pour faire une action. Alors que si on fait une action non offensive, c'est toujours le groupe de PJ qui a la main et un autre personnage peut jouer derrière. Ça donne un petit côté stratégique, ça, avec un concept hyper simple à suivre. Je trouve ça franchement assez puissant. Ça donne envie de le réutiliser ailleurs. Je sais pas si c'est si simple de le réutiliser ailleurs. Mais en tout cas, bravo. Ça, c'est le genre de jeu où ça passe, du coup, de ce genre de concept, qui est pas forcément hyper réaliste, mais qui est très puissant, je trouve, en termes stratégiques et simplicité, quoi. Donc bravo là-dessus. Et puis la production, je vous en ai parlé, le bouquin est très beau. C'est tout en un, en plus on a tout, on a vraiment de quoi jouer dedans. J'aime beaucoup l'écran, le matos qui est dans l'écran, c'est vraiment super bien. Je vous invite à prendre l'écran en même temps. Graphiquement, c'est sublime. Même si je disais que j'ai une préférence pour un type d'illustration, c'est tout le même illustrateur, mais il y a deux styles d'illustration et il y en a un que je trouve bien meilleur que l'autre, mais c'est encore une fois, c'est personnel. Ça reste ultra illustré, ultra immersif. Donc ça, c'est un immense travail. Donc vraiment bravo encore pour ça aussi. Et donc voilà, donc à la fin, ce grand jeu-là, pour moi, c'est un grand oui. C'est vraiment un jeu de ma collection. C'est pas un jeu avec lequel je vais beaucoup jouer, je pense. Mais c'est le type de jeu que moi je conseille vraiment, à la fois pour faire une partie peut-être avec vos enfants ou avec des copains qui sont pas très rôlistes et qui pourraient avoir envie de se mettre dans un univers comme ça. Moi j'ai un copain au basket qui est un fan de jeux de société, mais genre énorme, quoi, et qui adore le jeu, mais par contre le jeu de rôle c'est pas trop son truc, quoi. Et je lui ai proposé plusieurs fois, on pourrait en jouer ensemble, plus nos gamins de même âge et tout, et en fait non. Et en fait, quand il a vu que je postais les trucs sur Donjons et Chatons, il m'a dit ah ouais, mais ça ce serait cool. Pourquoi, tu vois, ça donne presque envie de jouer au jeu de rôle. J'ai dit chiche, on fait une partie. Il m'a dit oui. Donc voilà. Donc ça, superbe outil à mon avis à avoir près de soi pour initier effectivement. On prend les règles les plus simples, mais l'univers graphique il est très porteur. Et donc en cela, c'est pour ça que ça fonctionne bien. Après, pour le côté règle, finalement, le côté très OSR qui est à l'intérieur, c'est un bel hommage. C'est pas ce qui rend le plus service à un jeu pour enfants, à mon avis. Et quelque part, c'est peut-être dommage. C'est au concepteur de penser à ça, de voir où vous voulez aller. Mais par contre, c'est clair que ça fonctionne quand même assez bien avec l'ambiance du jeu, en réalité. Et en plus, en termes de game design, c'est intéressant. C'est pour ça qu'en tant que rôliste, moi, je trouve que c'est un bel objet à avoir dans sa ludothèque, parce que ça donne envie de s'intéresser aux mécaniques, au old school, c'est bien foutu, etc. Et ça donne envie, quoi. Moi, j'aime bien, voilà. Et puis après, alors j'ai une question quand même à la fin qui sera aux auteurs. J'aimerais bien savoir un peu comment ils ont réfléchi ça, s'ils ont ressenti les mêmes friction que moi sur le côté c'est à la fois un jeu pour enfants puis en fait c'est pas du tout un jeu pour enfants,
Et puis la grande question aussi que j'ai pour eux, c'est est-ce qu'ils vont développer vraiment l'univers? Et parce que je pense qu'il y a la matière, le jeu marche bien. J'aimerais voir des suppléments, j'aimerais voir une gamme qui développe des univers, qui justement puisse proposer des scénarios peut-être un peu plus à la fois certains un peu plus classiques ou ceux qui le sont moins, mais avec un petit peu plus de matière parce que dans le livre de base ils n'avaient pas beaucoup de place. Donc voilà pour mes questions. En tout cas, ça donne envie de s'y intéresser à plus, et voilà, je trouve que c'est un excellent. Ça fait plaisir de voir des jeux passer comme ça en fait. Voilà, moi c'est des jeux qui m'intéressent même en tant que vieux grognard rôliste. Donc et en plus ça va me permettre d'initier des copains au jeu de rôle en même temps. Donc quelque part ils ont réussi leur pari, hein, on ressent la friction, mais ils ont réussi leur pari avec moi en tout cas très clairement. Voilà. Et ben écoutez, c'est la fin déjà. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents sur cette vidéo. Merci à ceux qui ont pu se libérer parce que comme cette vidéo n'était pas enregistrée à l'heure habituelle. Merci à ceux qui sont libérés pour avoir été là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous rappelle le planning, c'est-à-dire qu'on se donne rendez-vous jeudi à 12h30 pour la deuxième vidéo sur les plans et les cartes dans les étapes de création de votre jeu de rôle. Ensuite, on se retrouve la semaine prochaine avec Dune, le jeu du mois de décembre, et puis Igor Poulouchine en interview jeudi de la semaine prochaine. On va parler de plein de choses, ça va être super. Voilà. Et niveau Tipeee, comme d'habitude, essayez de soutenir la chaîne si vous en avez les moyens, même 1 euro par mois, 3 euros pour le premier pledge. Il y a un Discord pour vous accueillir. Si vous participez au Club 111, vous allez avoir accès au matériel spécial réservé au Club 111 pour le jeu de rôle Zombie des 100 systèmes qui sera en crowdfunding en début d'année 2024. Et il faut avoir pris ce Club 111 sur l'année 2023 pour être éligible. Donc voilà. Si vous n'avez pas participé, ben vous n'y aurez pas forcément accès. Alors peut-être que je trouverai un moyen technique de le faire, mais pour le moment je suis pas sûr. Et donc voilà. Et comme je vous disais, comme à la fin de l'année, tous les types annuels doivent être recomposés pour l'année suivante. Il va y avoir un moment un petit peu de stress pour moi. Donc plus vous êtes nombreux à me soutenir en cette période, moi je serai stressé et je vous en remercierai parce que le but c'est que cette chaîne continue, mais évidemment elle a besoin de vous. Voilà. C'est quand les plans et cartes? C'est jeudi à 12h30 en live. Il y a déjà eu une première vidéo Carvaudion qui est disponible en replay. Tu peux la voir sur la chaîne YouTube. Et du coup, et même peut-être en replay sur Twitch d'ailleurs, parce qu'il y a quand même quelques vidéos qui restent en ligne sur Twitch, les dernières en général. Et puis donc je ferai la deuxième partie ce jeudi, parce qu'il y avait plein de trucs à dire et c'était assez intéressant d'aborder tout ça. En tous les cas, merci beaucoup à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Bye bye.